donc ce deuxième volet de notre session Antiquité et Moyen-Âge avec la professoressa Caterina Tarlazzi, de l'université Ca' Foscari de Venise, où elle enseigne l'histoire de la philosophie médiévale, l'histoire de la logique et de la sémantique médiévale. Donc c'est une médiéviste, spécialiste de la philosophie du XIIe siècle, et elle a édité notamment en 2011 l'Epistola de Anima, voilà, donc notre sujet d'Isaac de l'Étoile, dont une version française est maintenant en cours de publication aux sources chrétiennes, en collaboration avec Laurence Mellerin et Elias Dietz. Donc la professoressa Caterina Tarlazzi va nous parler donc du thème chez Boès, sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentsia, les 5 puissances de l'âme de Boès, aux auteurs du XIIe siècle. Nous vous écoutons. Merci pour cette présentation. Merci aux organisateurs pour l'invitation et à vous pour être là, aussi à ceux qui nous suivent à distance. Juste un mot sur le matériel pour mieux suivre mon intervention. Donc, les textes sur lesquels s'appuie ma contribution se trouvent tous sur l'exemplier que je crois a été circulé et j'espère accessible aussi pour ceux qui sont à distance. J'ai un PowerPoint, mais ici, il y aura juste un peu des images, des schémas. Donc, les textes, je ne vais pas les projeter, mais plutôt vous les trouvez vous-même dans l'exemplier. Donc, ma contribution d'aujourd'hui se présente un peu comme un case study. Je vous propose d'étudier un élément assez précis de la psychologie latine du XIIe siècle, à savoir la liste des 5 facultés de l'âme humaine qui distinguent entre sensus, imaginatio, ratio, intellectus et intelligentsia. Il s'agit d'une liste qu'on trouve avec des variations que nous allons détailler chez plusieurs auteurs du XIIe siècle et notamment dans l'Epistola de Anima de l'abbé cistercien Isaac de l'Étoile. L'étude de ce petit élément nous permettra cependant, j'espère, d'aboutir à des considérations de portée plus vaste, plus ample, et de mieux évaluer la contribution des auteurs du XIIe siècle à la psychologie et à l'anthropologie de leur époque. Donc, probablement en 1162, Isaac, abbé de l'Étoile dans le diocèse de Poitiers, adressa au moine de Clairvaux-Alcher une lettre sur l'âme dont nous connaissons une petite dizaine de manuscrits médiévaux. L'Epistola de Anima, qui sera très prochainement disponible dans un volume de sources chrétiennes préparé avec Laurence Mellerin et Elias Dietz, témoigne des intérêts de ces nouveaux spécialistes de l'âme qu'étaient les moines cisterciens, pour reprendre le mot d'Alain Bourreau. Il s'agit d'un petit traité de forme épistolaire qui est intéressant de plusieurs points de vue. Tout d'abord pour le style et la réflexion d'Isaac, qui a pu être caractérisé comme le plus spéculatif des philosophes cisterciens dans la présentation récente de Christian Trottmann, mais aussi pour d'autres raisons, parmi lesquelles la façon dont Isaac utilise ses sources dans ce texte, la liaison entre ce texte et d'autres textes contemporains, cisterciens ou non, et aussi pour la postérité de ce traité qui relie la lettre notamment au De Spiritu et Anima, un traité diffusé, lui, dans des centaines de manuscrits à partir du XIIIe siècle et dont la lettre d'Isaac constitue l'une des sources principales. Donc, à travers l'épistola, pour reprendre les analyses d'Alain Bourreau, nous pouvons décerner l'émergence du thème des puissances de l'âme comme une invention de l'anthropologie du XIIe siècle et discerner aussi une vision de l'âme qui, tout en présentant une multiplication, essaye d'éviter toute fragmentation de l'âme elle-même.
nous pouvons aussi voir comme l'idée d'une hiérarchie, une hiérarchie où chaque élément s'élie, à celui qui précède et à celui qui suit, en vertu de sa ressemblance avec l'un et l'autre. Cette idée de hiérarchie permet d'évoquer une harmonie entre l'âme et son corps, qui, comme l'a montré Andrew Hicks, non seulement résoudrait, si on le posait, mais plutôt évite de poser un problème de dualisme entre corps et âme. Donc, cette liste, sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentsia, structure la plus grande partie de la lettre d'Isaac. Il s'agit, chez Isaac, d'une liste de facultés humaines, de facultés qui s'appliquent à des objets différents et qui opèrent de façon différente. L'origine de cette liste a parfois été discutée. Je voudrais notamment montrer son origine boétienne, et même, si j'ose dire, doublement boétienne, et documenter ainsi la présence d'un héritage boétien chez Isaac, un héritage qui est peut-être resté un peu moins exploré que d'autres par la critique, qui a surtout relié Isaac à la tradition dionysienne et platonicienne et dionysienne. Cet héritage boétien me semble en plus, et comme je dois dire beaucoup d'autres éléments dans cette épistole, médié par l'enseignement de Hugues de Saint-Victor, et là encore, une proximité qui n'a pas été soulignée autant que d'autres, car Isaac, d'habitude, est considéré au sein d'une constellation d'auteurs cisterciens, d'une école cistercienne entendue au sens large. Donc, voyons mieux cette liaison entre Isaac et Boès et Hugues. Donc, voyons d'abord la liste d'Isaac dans la structure générale de l'épistole qui combine, j'ose dire presque absorbe, plusieurs classifications de forces de l'âme. La première partie de notre texte traite de l'âme comme l'élément central d'une triade, nous venons de l'entendre, d'origine augustinienne, corps, âme, Dieu. Dans la deuxième partie du texte, Isaac se focalise sur l'âme elle-même, dont est mentionnée une multiplicité de forces ou puissances. Isaac utilise de façon synonymique le mot vires ou potentiae pour les indiquer. Potentiae naturales. Avant de nous plonger dans ces listes de puissances, il faut rappeler qu'Isaac est particulièrement sensible au thème de l'unité et de la multiplicité dans le domaine psychique. L'âme, nous dit-il, se situe entre leur simplicité de Dieu et la composition du corps. Ces forces sont des parties virtuelles ou potentielles, en écho du dédivisionné de Boès, et non pas des véritables parties selon la quantité. Isaac veut éviter toute multiplication des âmes qui menacerait l'unité de l'âme elle-même, et donc même si elle a une multiplicité de puissances, l'âme reste une, unique, seule, simple. Après ces considérations, Isaac discute d'abord la triade platonicienne, bien sûr très diffusée, de rationalité, concupiscibilité et irascibilité, qu'il réduit ensuite au couple connaissance ou sensus, correspondant à la rationalité, et affectus, correspondant à la concupiscibilité et irascibilité. Et à l'intérieur de l'affectus, il distingue ensuite, en suivant la célèbre quadripartition stoïcienne, entre joie, espoir, douleur et crainte. Et au sein du sensus, il propose deux classifications différentes, celle un peu moins diffusée et probablement inspirée par Guillaume de Conches, de Memoria Ratio Ingenium, et finalement la liste qui nous intéresse ici, c'est-à-dire celle de sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentsia.
Donc, l'analyse de cette liste, que je vais appeler dans la suite LI, liste d'Isaac, s'étend sur la plus grande partie restante de l'écrit. En guise de commentaire, je voudrais notamment souligner les 4 aspects suivants. Tout d'abord, il s'agit d'une liste des 5 puissances de l'âme humaine. Première chose à remarquer. En deuxième lieu, il faut remarquer que chaque puissance a son propre objet. Isaac est parfois un peu vague dans ses indications sur certains objets, mais il est clair à la fois que ces 5 objets sont distincts les uns des autres et qu'ils sont disposés dans une hiérarchie qui va du corporel à l'incorporel. Plus en détail, les sens connaissent les corps, l'imagination connaît des objets qui rassemblent au corps, la raison connaît un premier incorporel ou un presque incorporel qui, comme nous dit Isaac dans le texte que vous trouvez dans l'exemplier, est les dimensions des corps, les ressemblances des choses dissemblables et dissemblances des choses semblables. Une expression qui semble évoquer les objets de l'abstraction mathématique et peut-être les universaux. L'intellectus, de son côté, connaît l'esprit incorporel comme l'âme et les anges, et l'intelligence, enfin, connaît Dieu, l'incorporel suprême. Donc, je cite, Isaac dit aussi, donc l'âme, comme il a été dit, par les sens perçoit les corps, par l'imagination ce qui est presque corps, par la raison ce qui est presque incorporel, par l'intellect ce qui est vraiment incorporel, par l'intelligence ce qui est purement incorporel. Donc, cette hiérarchie du corporel à l'incorporel avec bien sûr des adverbes. Donc, il y a très clairement une hiérarchie des choses, une hiérarchie qui est comme parcourue par les 5 puissances qui connaissent chacune son propre objet. Il y a aussi un petit tableau sur ça. Donc, à travers ces 5 puissances, c'est donc un parcours anagogique qui se dessine. Elles sont autant d'étapes dans un chemin d'élévation de l'âme qui va des corps à Dieu. Les 5 puissances sont appelées des progressus et progressiones, étapes ou pas en avant. Elles sont comparées aussi à des pieds de l'âme qui s'ajoutent aux 4 pieds de la division de l'affectus, donc 9 pieds, pour aller respectivement jusqu'à la plénitude de la sagesse et à la charité. Donc, c'est ma dernière remarque, il y a une hiérarchie des choses et il y a aussi une hiérarchie des facultés qui connaissent les choses. Il y a un ordre de la connaissance spéculaire à l'ordre des choses. Isaac, en fait, souvent compare ces 2 plans. L'âme, nous dit, est elle-même un microcosme et une ressemblance de tout, similitude omnium, qui reflète en elle la pluralité hiérarchique de la création. Voilà ce qu'on lit dans l'épistolat. Donc, en toute probabilité, cette liste d'Isaac s'inspire d'une liste que je vais appeler liste de Boès, LB, qu'on lit dans la Consolatio de Boès, et où, c'est un texte connu, certain par mon public, 4 facultés sont mentionnées, sensus, imaginatio, ratio, intelligentia. Donc, on n'a pas d'intellect. Donc, pour bien comprendre les modifications que la liste d'Isaac fait subir à celle de Boès, il faut revoir en quelques mots vraiment le contexte dans lequel Boès avait introduit cette liste, sa propre liste. Comme l'a bien montré John Marembon, LB, la liste de Boès, est introduite par Boès pour soutenir les principes des modes de la connaissance. Ce principe affirme, comme dans le texte que vous trouvez, dans l'exemplier, que tout ce qui est connu
est connu non pas à partir de sa propre nature, mais à partir de la nature de ceux qui connaissent. Et ce principe est évoqué par Boès pour refuser la validité de ce qu'on peut appeler, toujours avec Marembonne, principe de réalisme. Donc, ça c'est accepté, ça c'est refusé. Le principe de réalisme affirme que avoir connaissance scientifique, scientia, de quelque chose signifie connaître la chose comme elle est. Et, à contrario, avoir opinion de quelque chose signifie connaître la chose autrement qu'elle est. Il n'est pas vrai, nous dit Boès, en refusant le principe de réalisme, que connaître une chose autrement qu'elle est signifie avoir une opinion et non pas connaissance scientifique. Car, voilà le principe de mode de la connaissance, tout ce qui est connu à la manière de celui qui connaît. Fort de son principe de mode de la connaissance, Boès peut résoudre le problème de la préscience divine abordé dans le 5e livre de la Consolatio, et notamment l'aspect épistémique de ce problème. Il peut donc soutenir que certains événements futurs, parmi lesquels les actions humaines, sont contingents, même si Dieu a une connaissance stable de ces événements et donc les connaît autrement qu'ils ne sont, c'est-à-dire il les connaît comme nécessaires, même s'ils sont, alors qu'ils sont contingents, in sua natura. Il y a donc une différence possible entre le mode selon lequel la chose existe et, non pas le mode de la connaissance, mais plus précisément le mode selon lequel la chose est en tant que connue par Dieu. Le premier, dans le cas des actions humaines, est un mode contingent et le deuxième est un mode nécessaire. Donc, sensus, imaginatio, ratio, raison, intelligence sont mentionnés pour justifier le principe de mode de la connaissance, pour l'illustrer. Il s'agit donc de facultés différentes et qui appartiennent aussi, au moins dans la 5e prose du 5e livre que vous trouvez dans l'exemplier, à des sujets différents. Notamment, l'intelligence appartient dans ce passage à Dieu. La raison caractérise les êtres humains. Toujours dans ce passage, Boès relie le sensus aux animaux qui ne peuvent pas bouger, comme les coquillages marins, et l'imagination aux animaux capables de mouvement, tout en affirmant aussi, bien sûr, que la faculté supérieure embrasse la faculté inférieure. Mais il souligne ici des sujets différents. Bon. Du point de vue des objets connus par ces 4 facultés aussi, les affirmations de Boès sont assez complexes. D'un côté, Boès suggère que les 4 facultés se dirigent toutes vers le même objet, qui est connu différemment par chacune des facultés. Elles connaissent toutes la même chose dans le texte. Nous sommes dans la prose 4 du 5e livre. L'exemple est hominem, donc l'objet à l'accusatif est un homme, l'homme. Ce même objet est connu de façon différente à l'iter par chacune faculté. Donc, d'un côté, il suggère qu'ils ont le même objet. De l'autre, chaque faculté semble aussi avoir son propre objet. Suivant une hiérarchie néoplatonicienne, Boès mentionne la figura in subjecta materia, la figure dans une matière sous-jacente comme objet propre pour l'essence, la figura sine materia, la figure sans la matière pour l'imagination, la species, espèce pour la raison, et la forma simplex, la simplex forma ou forme simple pour l'intelligence. Donc, comme chez Isaac, dans ce passage de Boès, il y a clairement un ordre de la connaissance, an ascending order in the scale of cognition, pour reprendre les mots de John Magee. Mais
Il y a au moins 3 différences remarquables entre Boès et Isaac. En premier lieu, chez Boès, cette liste n'est pas présentée pour être une liste des facultés humaines. En deuxième lieu, chez Boès, les 4 facultés se dirigent toutes vers le même objet, qui est connu de façon différente par chacune, même si, comme nous venons de le voir, Boès semble aussi affirmer que l'objet existe de 4 façons différentes dans chacun des 4 cas. Et en troisième lieu, bien sûr, il y a chez Isaac une 5e faculté, l'intellectus, située entre raison et intelligence, qu'on ne trouve pas chez Boès, ici. Donc, nous devons mieux comprendre l'ajout de cette faculté. Pour mieux comprendre l'ajout de l'intellectus à la liste boétienne, j'ai cherché à la fois la liste d'Isaac et la liste de Boès et leurs variations dans les textes du XIIe siècle, sans prétendre à l'exhaustivité, mais au moins en ayant vu un riche éventail de textes. Mais je me suis interrogée sur comment chercher et surtout sur que chercher. Quand vais-je considérer quelque chose comme une variation de LI ou de LB ou non? Surtout vu que le thème des puissances de l'âme est assez répandu au XIIe siècle et plusieurs textes abordent ce type de matériel avec des variations. Alors, je considère une variation de la liste de Boès, une liste qui se structure autour de 4 niveaux, parmi lesquels les 3 premiers sont sensus, imaginatio, ratio, et le 4e est un terme formé sur la racine intel. Et je considère une variation de la liste d'Isaac, une liste à 5 niveaux, parmi lesquels les 3 premiers sont sensus, imaginatio, ratio, et les 2 derniers distinguent entre intellectus et intelligentsia. Donc, à titre de comparaison, les gloses de Pierre Abélard sur le De Interpretatione et son De Intellectibus n'ont pas cette structure, ni l'une ni l'autre, même s'ils discutent les termes qui nous intéressent. Dans les textes d'Abélard, ces termes se disposent sur 3 niveaux, sensus, imaginatio et intellectus, ou bien sensus, imaginatio, ratio, avec intellectus présenté comme un effet de la raison, une action et non pas une faculté. Et plus en général, cette structure à 3 est typique des commentaires du De Interpretatione d'Aristote à cette époque, bien sûr en se basant sur un texte de Boès, le commentaire de Boès sur ce texte. Donc sinon, partons de ça, nous pouvons observer que la liste de Boès et ses variations est assez répandue au XIIe siècle. On la trouve dans plusieurs contextes, non seulement, comme on peut s'y attendre, dans des commentaires à la Consolation de Boès, comme par exemple celui de Guillaume de Conches, mais aussi dans des contextes moins prévisibles, comme par exemple les notes de commentaires appriciants notées d'Unelmenses, qui vient d'être publiées, la Sententia de Universalibus Secundum Magistrum Re, donc un texte, disons, un peu lié au commentaire à l'Isagogé. On la trouve aussi dans des textes liés à Gilbert de Poitiers, comme par exemple le Traité Invisibilia Dei, et ailleurs. Dans ces mentions, les 4 facultés sont en général présentées comme facultés humaines, et le 4e niveau est appelé soit intellectus, soit à la fois intellectus et intelligentsia, avec les 2 termes utilisés comme synonymes. Donc, intellectus et intelligentsia. Il est beaucoup plus rare de voir intellectus ajouté à la liste, comme dans le cas d'Isaac, et distingué à la fois de la raison et de l'intelligence, de sorte donc à obtenir un schéma à 5 niveaux. Mes recherches m'ont permis de repérer cela seulement chez 2 auteurs de la première moitié du XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor et Thierry de Chartres. Donc, je vais exposer tout de suite ma thèse. Je crois que la liste d'Isaac dépend de l'enseignement de Hugues de Saint-Victor, un enseignement qui affleure dans une sententia assez brève et énigmatique de la Miscellanea du Victorin,
Mais le texte de Thierry, son côté, nous permet peut-être de voir un autre phénomène, à savoir que l'ajout des intellectus pourrait dériver d'une tentative d'intégrer LB, la liste des Boès, à d'autres passages boétiens, notamment ceux qui discutent de la tripartition des sciences spéculatives. Donc, dans le peu de temps qui me reste, je vais aborder brièvement deux textes qui, j'espère, peuvent montrer cela avant d'aboutir à quelques considérations finales. Dans le premier livre de la Miscellanea, on trouve une sentence de Hugues de Saint-Victor qui décrit 5 étapes de la connaissance en disant « Il y a, c'est sur l'exemplaire, 5 étapes de la connaissance. La première a lieu dans la sensation, la deuxième dans l'imagination, la troisième dans la raison, la quatrième dans l'intellect, la cinquième dans l'intelligence. Par la sensation, la connaissance a lieu dans ces choses-ci, et selon elle. Par l'imagination, non dans ces choses-ci, mais selon elle. Par la raison, ni dans ces choses-ci, ni selon elle, mais dans ces choses-là, qui sont selon ces choses-ci et à leur sujet. Par l'intellect, non dans ces choses-là, mais à leur sujet. Et par l'intelligence, ni dans ces choses-là, ni à leur sujet. Oui, je vois, c'est un peu compliqué. Donc, cette sentence, on la trouve au moins dans un manuscrit, c'était tout au début du PowerPoint, avec le titre de Perisic et Augustini. Elle a même reçu un commentaire assez proche du style d'Alain de Lille, parce que justement, elle a besoin un peu de commentaires. Donc, non, mais en fait, c'est intéressant le fait qu'elle est énigmatique aussi, parce que, comme le note Dominique Porel, qui vient de publier la traduction aussi que j'ai lue, elle présente un jeu énigmatique et subtil sur les prépositions in, secundum, de, et les pronoms ista, illa, qui ne définit pas conceptuellement le rôle de chaque faculté, mais l'esquisse de façon souple et suggestive. Je dirais, c'est plus important le parcours que chaque étape ici. C'est surtout le parcours progressif qui émerge, des istas du sens et de l'imagination, à ce qui est au-delà des illas, l'intelligence, en passant par les illas de la raison et de l'intellect. Je ne sais pas si Isaac a eu accès à cette sentence ou plutôt à l'enseignement qui affleure dans cette sentence, mais en tout cas, il utilise les mêmes termes de progressio, progressus, et aussi sa dépendance envers Hugues se fait jour dans nombre d'autres aspects de l'épistola, qui par exemple est très proche du De Unione Spiritus et Corporis du Victorin, et peut souvent être comparé aussi avec son Didascalicon et le De Sacramentis de Hugues. Cette hypothèse, donc d'une dépendance de cette sentence, au moins de l'enseignement qui affleure ici, est corroborée aussi par la comparaison avec Thierry de Chartres. Donc, cette liste à 5 niveaux se trouve aussi dans les Lectiones de Thierry de Chartres, où, c'est important, elle est utilisée pour commenter la distinction entre les sciences spéculatives du De Trinitate de Boès. Dans le deuxième chapitre du De Trinitate, Boès mentionne 3 disciplines, la philosophie naturelle, la mathématique et la théologie, qui se distinguent chacune par ses caractéristiques propres liées aux caractéristiques des objets de la connaissance et aussi par sa propre méthode. La philosophie naturelle, nous dit Boès, j'ai aussi un petit tableau qui peut un peu aider ici. La philosophie naturelle connaît les formes dans la matière et en mouvement. La théologie connaît la substance de Dieu, qui n'a ni de matière ni de mouvement. Et la mathématique au milieu connaît des formes qui, elles, sont dans la matière, mais sont pensées sans matière. Et la méthode est indiquée par un adverbe. La philosophie naturelle procède rationabilitaire, la mathématique disciplinaritaire et la théologie intellectualitaire. Donc, c'était Boès. Pour commenter ces passages, Thierry propose une liste comme celle d'Isaac, mais organisée en 3 groupes,
sensus imaginatio et ratio, premier groupe, intellectus, et au troisième niveau, intellectibilitas, ou bien intelligentsia. Thierry suit une idée de progression et de continuité dans le passage d'une forme de connaissance à l'autre. Au niveau le plus bas, en physique, on utilise la raison, l'imagination et les sens. Au niveau intermédiaire de la mathématique, on utilise l'intellect. Et en théologie, on se sert de l'intellectibilitas ou bien intelligence. Ce mot intellectibilitas de Thierry est peut-être une invention de Thierry lui-même. Il est l'indice d'une harmonisation de la liste de Boès, du De Trinitate de Boès, avec un autre passage de Boès qui discute le même sujet. Donc, qui discute à nouveau la partition de la philosophie spéculative et distingue entre les intellectibilia, qui sont les objets de la théologie, et sont connus, je cite, par l'intellect et la mens, l'esprit, des intellegibilia, qui sont l'objet de la deuxième science spéculative connue par la cogitatio ou intelligentsia, ici. Donc, le passage de Thierry, à mon